Bâiller consiste en une contraction des muscles du visage entraînant une inhalation profonde suivie d'une expiration courte. Le bâillement est un comportement phylogénétiquement ancien qui peut être observé chez la plupart des espèces vertébrées. Il est présent à tous les stades de la vie, autant chez l'homme que chez la plupart des animaux. Mais pourquoi bâillons-nous? Plusieurs hypothèses ont été mises de l'avant pour tenter d'en expliquer la raison. Malgré qu'il n'existe pas de consensus quant à la raison de ce phénomène, la majorité des chercheurs s'entendent pour dire que l'une de ces hypothèses est fausse. Quelle hypothèse a été démontrée comme étant invalide par la majorité des chercheurs selon vous? L'hypothèse de l'oxygène, de la thermorégulation, de l'homéostasie ou sociale? Si vous avez répondu A, vous avez raison! En effet, la croyance populaire selon laquelle on bâille pour augmenter la quantité d'oxygène dans le cerveau n'est pas validée par les recherches. Le bâillement n'est donc pas causé par un trop haut niveau de dioxyde de carbone et un trop faible niveau d'oxygène dans le cerveau. Parlons maintenant des hypothèses pouvant expliquer la raison du bâillement qui ont été validées par la recherche. Il y a l'hypothèse de la thermorégulation ou du radiateur. Selon cette hypothèse, le bâillement serait une façon de refroidir et de ventiler le cerveau pour ne pas qu'il surchauffe. Le cerveau nécessite beaucoup d'énergie pour fonctionner. Il libère conséquemment beaucoup de chaleur. L'entrée d'air frais lors du bâillement viendrait diminuer la température du cerveau afin que celui-ci ne surchauffe pas. Dans une étude, l'application d'une compresse froide sur la tête des sujets est associée à une diminution de l'apparition des bâillements, alors qu'une application d'une compresse chaude est associée à une augmentation de l'apparition des bâillements. En somme, les partisans de l'hypothèse du radiateur suggèrent que l'hyperthermie du cerveau déclenche les bâillements. Par contre, ils n'arrivent pas à démontrer la façon dont le bâillement arrive à refroidir le cerveau. Ainsi, ils n'arrivent qu'à expliquer en partie comment la température est liée au bâillement. Passons à l'hypothèse de l'homéostasie. Selon l'hypothèse de l'homéostasie, le bâillement servirait à réguler l'homéostasie des systèmes qui modulent l'éveil. Il est associé à notre horloge biologique interne, notre rythme de sommeil, d'ennui et de fatigue, notre alimentation et notre sexualité. Comment l'homéostasie est régulée par le bâillement? Il s'agit d'un processus biologique qui serait en grande partie réalisé grâce à l'hypothalamus et principalement le noyau paraventriculaire de l'hypothalamus. Le bâillement serait le résultat de l'interaction des neurotransmetteurs et des neuropeptides dans le noyau paraventriculaire. Ce noyau contient des neurones ocytocinergiques qui ont un rôle dans la sexualité, la reconnaissance sociale et l'empathie. Ils sont activés par la dopamine, la sérotonine, les acides aminés excitateurs et d'autres neuropeptides impliqués dans l'éveil. Lorsque ces neurones ocytocinergiques sont stimulés, ils libèrent de l'ocytocine dans les différentes structures sous-corticales du cerveau. Donc, quand on est fatigué par exemple, l'information qu'on est en train de s'endormir est transmise à nos muscles qui vont se relâcher et à d'autres aires cérébrales, dont l'hypothalamus qui va engendrer la libération de l'ocytocine et causer le bâillement. Passons à l'hypothèse sociale. Selon cette hypothèse, le bâillement serait une forme de communication non verbale nous permettant de partager notre état psychologique et physiologique aux autres membres de notre groupe. En effet, le bâillement est un comportement fréquent lorsque l'on est en présence des autres. Il survient en situation de stress, de faim, d'ennui ou de somnolence. D'un point de vue évolutif, le bâillement serait un comportement phylogénétiquement ancien. Il aurait permis aux membres d'un groupe de communiquer aux autres membres des états psychologiques et physiologiques déplaisants, mais ne mettant pas leur vie en jeu. Il aurait donc permis aux espèces de synchroniser leur comportement, contribuant ainsi à leur survie. Oui, le bâillement est une forme de communication, mais pourquoi est-il contagieux? Il semblerait que la sensibilité à bâiller lorsque l'on voit quelqu'un bâiller reposerait sur des compétences sociales intactes et sur de l'empathie. En effet, des études ont démontré que l'effet contagieux du bâillement n'apparaît chez les enfants que vers l'âge de 4 ou 5 ans, soit au moment où ces derniers développent la capacité à identifier et à comprendre les émotions d'autrui. De plus, les individus présentant des difficultés au niveau des interactions sociales, comme les personnes schizophrènes ou autistes, sont moins sensibles à l'effet contagieux du bâillement. Plusieurs études de neuroimagerie soutiennent cette hypothèse. Les chercheurs ont remarqué qu'observer quelqu'un bâiller va venir activer le gyrus frontal inférieur droit. Cette région du cerveau implique les neurones miroirs qui sont responsables de l'observation et de l'imitation. D'autres études d'IRMF ont démontré que le cortex cingulaire postérieur et le cortex préfrontal ventromédian, deux régions du cerveau qui font partie d'un réseau responsable de l'empathie et du comportement social, s'activent lorsque le sujet regarde quelqu'un bâiller. En somme, l'effet contagieux du bâillement impliquerait différentes régions du cerveau.